Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre grand dossier qui nous emmène aujourd'hui dans la bande de Gaza. Pourquoi ? Parce que la décision est tombée. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a pris sa décision. Gaza devrait être occupée entièrement par Israël. Décision que l'on vous propose d'écouter tout de suite avant de passer à notre grand dossier. Regardez. Êtes-vous en train de dire que vous allez prendre le contrôle de l'entièreté de la bande de Gaza, comme c'était le cas il y a 20 ans ? Nous ne voulons pas la contrôler. Nous voulons un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas gouverner la bande de Gaza, nous voulons la léguer aux forces arabes qui la gouverneront correctement, sans nous menacer, et qui donneront aux Gazaouis une vie meilleure. Pour m'accompagner pour ce grand dossier, Noémie Alioua, soyez la bienvenue, mademoiselle. Essayiste et grand reporter en Israël. Claire Cambier, soyez la bienvenue également, reporter TF1 LCI. Jean-Dominique Merchet, merci d'être avec nous, monsieur. Bonjour. Journaliste à l'opinion, vous êtes monsieur spécialiste des questions de défense, également un spécialiste en diplomatie. Je vous propose tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on entende cette réaction qui est tombée bien évidemment à la suite de cette prise de parole du Premier ministre israélien. Cette réaction, c'est celle du Hamas. Voilà ce que dit la milice armée terroriste Hamas. Ils disent: la décision israélienne d'occuper la ville de Gaza coûtera cher à Israël et signifie le sacrifice des otages. Naomi Alioua, ce sont des mots qui bien évidemment font froid dans le dos. On imagine aisément les familles, parce qu'il y en a plusieurs, des otages sur place. Est-ce qu'on peut considérer que ce que dit le Hamas sont des annonces, ou est-ce qu'on peut considérer que ces annonces sont généralement suivies d'actes ? Alors c'est vrai que c'est une organisation terroriste, donc par définition, elle n'est pas tenue à être particulièrement honnête, elle n'est pas tenue à respecter ses engagements. Mais ce que ça dit, cette menace-là, c'est qu'au fond, ça ne leur ferait pas très plaisir que le Premier ministre israélien mène à bien le plan qu'il a annoncé. Ça veut bien dire qu'il est en train de menacer les otages, donc il est en train de menacer à travers les otages, les familles des otages, et donc une partie de la société israélienne qui se sent elle-même en danger en lisant ses propos. Et ça fait partie de cette grande guerre psychologique que mène cette organisation terroriste vis-à-vis de la population israélienne. C'est exactement, souvenez-vous, il y a à peu près une semaine, on avait diffusé, ou en tout cas une partie floutée, mais on avait montré ces images qui avaient été diffusées par le Hamas de cet otage israélien qui était décharné dans les tunnels et qui était en souffrance. Et qui disait qu'il creusait par ailleurs, pardon, Naomi Alioua, à sa propre tombe. Les mots avaient... C'était terrible et c'est un peu le même sens de cette déclaration qu'on voit aujourd'hui. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'une partie de la société israélienne se retourne contre son Premier ministre. Il y a déjà une voix d'opposition très forte au sein de la société aujourd'hui qui se fait entendre, notamment dans des manifestations régulièrement à Tel Aviv. Mais au-delà de ça, ce que veut le Hamas, c'est que cette voix soit assez forte pour contraindre le Premier ministre à renoncer à ses plans. C'est ça qu'on peut comprendre dans la déclaration, dans cette menace qui est celle de cette organisation terroriste. Jean-Dominique Merchet, quel intérêt aurait le Hamas aujourd'hui à libérer les otages ? Est-ce que les otages, ça n'est pas leur unique carte de survie ? Oui, il lui reste plus grand-chose. S'il libère les otages, il n'a plus grand-chose à négocier. Donc il ne pourra que mourir à la fin. Donc il n'a pas vraiment intérêt à les libérer. Il faut bien comprendre que, Noémie l'a expliqué, la société israélienne est divisée. Elle n'est pas divisée sur les objectifs. Tous les Israéliens sont pour la libération des otages et tous les Israéliens, sauf exception, sont pour la disparition du Hamas. Ils sont divisés en revanche sur la priorité. Qu'est-ce qu'il faut d'abord faire ? Est-ce qu'il faut d'abord libérer les otages au prix de ne plus faire la guerre ? Ou est-ce qu'il faut d'abord détruire le Hamas, quitte à ne pas obtenir la libération des otages? Alors nous allons vous montrer justement ces opposition entre priorités. La droite et la gauche. Regardez les priorités telles qu'évoquées en tout cas par le cabinet du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Parce que lorsqu'il a pris la parole, il a listé donc ses objectifs de guerre et par ailleurs ses objectifs dans un ordre prioritaire. En première partie, dans ses priorités, c'est le désarmement du Hamas. Voilà. Le désarmement du Hamas, le retour des otages en deuxième période. En seconde partie, les otages vivants ou morts par ailleurs. C'est exactement le sujet. Il y a une opposition sur la priorité. D'un côté, la droite, que représente Benyamin Netanyahou,
veut d'abord la destruction du Hamas. La gauche veut d'abord la libération des otages parce que les otages sont majoritairement aussi des gens qui viennent de la gauche. C'était des gens qui étaient dans les kibboutz, c'est-à-dire des gens plutôt de l'aile gauche du pays, c'était des jeunes qui étaient à une fête, etc. C'est pas la droite qui a été prise en otage. Majoritairement, c'est pas des gens de droite. Donc, il y a ce clivage sociologique extrêmement profond. Une fois qu'on a dit ça, il y a une majorité en Israël et il y a une minorité. La majorité, elle est à droite, nettement, et la minorité, elle est à gauche. Et donc, c'est ce qui se passe. Et elle est à gauche pour des raisons électorales. La majorité des Israéliens votent pour des partis de droite, une minorité vote pour des partis de gauche. On y revient largement voilà, c'est ce qui se passe. Dans la seconde partie de notre grand dossier. Si on retrouve et si on vous montre à nouveau ces objectifs du plan de Benyamin Netanyahou, qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. Quand on parle du désarmement du Hamas et de la démilitarisation par ailleurs, en troisième objectif, de la bande de Gaza, Claire Cambier, comment est-ce qu'on met ça en place aujourd'hui? On a du mal à comprendre comment d'une part, mais surtout on a du mal à voir la possibilité d'arriver à cela. Oui, ça va être extrêmement compliqué puisque aujourd'hui on est dans une guérilla avec énormément de destruction dans les villes. Donc on sait, les combattants du Hamas ont pu mettre des pièges, ont pu préparer un petit peu le terrain, et quand les soldats israéliens vont arriver, il y a ce risque d'avoir de nombreuses pertes au sein de leur unité. Ça ne va pas être une chose facile pour eux d'aller maison par maison pour vérifier qui s'y trouve, vérifier s'il y a des caches, vérifier s'il y a des tunnels. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs il y a le Zamir, le chef d'état-major israélien, s'opposait à cette occupation totale. Pour lui, il y avait trop de risques pour les otages. Et il y a eu même des fuites dans la presse. A priori, il aurait, pendant le Conseil de sécurité, lancé, si vous voulez cette occupation totale, il faut renoncer à l'objectif de libérer les otages, parce qu'on ne va pas y arriver. Il est sûr qu'on va avoir des pertes de ce côté-là. Et puis, il défendait aussi ses hommes. Là, actuellement, il y a déjà eu 47 morts depuis mars parmi les soldats de Tsahal. On le sait, une telle opération va conduire à beaucoup plus de pertes. Oui, et c'est la raison pour laquelle vous avez raison de citer le chef d'état-major, qui est quand même celui qui contrôle les armées. Et on voit aussi à quel point l'armée israélienne n'est pas la grande muette, c'est-à-dire qu'elle se permet aussi de pouvoir exprimer son opposition vis-à-vis des choix politiques qui sont ceux des dirigeants israéliens. Et le chef des armées considère que ce serait un trop grand danger pour l'armée, parce que le coût serait trop important, le coût humain, le coût financier. Il craint qu'Israël ne s'enlise dans cette guerre et que ça dure encore des mois et des mois sans véritablement, au bout du bout, arriver à l'objectif qui est celui de la destruction et de l'élimination complète du Hamas. Et donc c'est cette question de savoir si aujourd'hui cette opération, cette ultime opération qui est un petit peu la dernière case du Premier ministre israélien, c'est-à-dire aller au bout du bout, rentrer de façon complète à l'intérieur du territoire gazaoui pour en finir avec le Hamas, est-ce que ça pourra véritablement arriver? Est-ce que ça pourra aboutir, sachant que, rappelons quand même qu'Israël contrôle déjà 75% du territoire gazaoui. Donc il s'agira d'entrer dans ce dernier gros quart, on va dire, de Gaza, dans lequel se trouve par ailleurs la population gazaoui. Jean-Dominique Merchet, une fois qu'on a dit tout cela, voilà des réactions aussi, la réaction internationale à ce qu'a déclaré Benyamin Netanyahou. N'oublions pas qu'Israël est une démocratie, c'est une réalité. Il y a des réactions internationales, notamment peut-être la plus forte, vous allez nous le dire, l'Allemagne. L'Allemagne qui décide d'arrêter d'envoyer des armes à Israël qui pourraient être utilisées dans la bande de Gaza. À l'instant, une telle décision doit avoir des conséquences sur les relations entre l'Union européenne et Israël. C'est ce que dit le président du Conseil européen. Benyamin Netanyahou peut-il encore faire marche arrière? Franchement, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Les seules réactions internationales qui comptent en Israël, c'est celle des États-Unis. Que les Européens grognent, râlent, protestent, voilà. On s'en fiche? Je pense que les Israéliens s'en fichent, à peu près. En revanche, si les États-Unis se fâchent, là, ça change tout. Donc, l'Allemagne dit « je ne vais pas vendre d'armes ». Qu'est-ce qu'elle vend à Israël? Essentiellement des sous-marins. C'est pas les sous-marins qui vont être utilisés dans la bande de Gaza. Et des armes, elle vend assez peu d'armes qui vont être utilisées à Gaza. Donc, le chancelier Merz a un souci
au sein de sa coalition avec le parti de gauche, le parti socialiste, qui est plutôt pour le cessez-le-feu. Pour le cessez-le-feu, plutôt comme en France d'ailleurs, la gauche est plutôt pro-palestinienne et la droite plutôt pro-israélienne, c'est la même chose. Donc pour vous, c'est purement électoraliste. Il fait de la politique intérieure en disant ça. D'accord. Il fait de la politique intérieure. Donc je pense que ça n'a pas énormément d'importance. On a vu quand il s'agit de rentrer des déclarations, on en a tous les jours. Quand il s'agit en revanche de rentrer dans des mesures concrètes, la question s'est posée au Conseil européen. Elle s'est posée, faut-il prendre des sanctions contre Israël, et notamment sur l'accord de coopération entre l'Union européenne et Israël. Eh bien, il y avait des pays qui étaient pour, mais il y avait beaucoup de pays qui étaient contre, et donc on en est resté là, et on a renvoyé le dossier à plus tard, et on renverra encore le dossier à plus tard. Donc, si je puis me permettre de rajouter une chose sur le sujet précédent, sur l'occupation militaire de la bande de Gaza, totale. C'est une mission, il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est une mission impossible pour l'armée israélienne. Elle peut occuper Occuper, c'est une chose. Contrôler en est une autre. On va vous montrer cette carte de Gaza, vous allez pouvoir nous l'expliquer. À Gaza, il y a plus de 2 millions d'habitants. L'armée israélienne est capable de mettre quelques dizaines de milliers d'hommes. Le rapport, c'est insuffisant. Ils ne contrôleront, ils peuvent occuper les 25% qui leur manquent, ils peuvent y aller. Mais de là, tout contrôler, ça, c'est une autre paire de manches, et je crois qu'ils en sont incapables. Mais pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils ne sont pas déterminés. Aucune armée au monde ne saurait faire ça. Aucune armée au monde ne saurait occuper réellement un territoire comme ça, avec autant d'habitants et si peu d'effectifs, en réalité. Claire Cambier, avant même que cette décision du cabinet de Benyamin Netanyahou ait lieu, ça s'est passé la nuit dernière, rappelons bien les faits. Il y avait très précisément dans la bande de Gaza, alors on voit effectivement cette carte, mais il y avait une pause tactique israélienne sur 3 points très précis, de façon à faire entrer l'aide alimentaire. L'équation est extrêmement compliquée aujourd'hui, parce qu'il faut aussi évoquer cette aide alimentaire qui rentre donc au compte-gouttes, en fonction de ce qui peut entrer, et qui ne va pas forcément à l'entièreté de la bande de Gaza. Qu'est-ce que ça signifierait précisément sur cette aide alimentaire, cette aide de médicaments, cette aide humanitaire amenée aux Palestiniens, l'occupation totale de la bande de Gaza? Oui, on sait que ça va être justement très, très difficile. Aujourd'hui, il y a une famine qui sévit dans la bande de Gaza, avec ces difficultés d'accès à l'aide alimentaire. Alors, Israël a essayé de changer un petit peu sa position et d'alléger les choses ces derniers temps, mais de manière très, très minime. Alors, ce qui a été annoncé, c'est l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qui indiquait que les centres de distribution opérés par la GHF, le Fonds humanitaire de Gaza, qui est pris en charge et par les États-Unis et par Israël, et qui s'occupe aujourd'hui des points de distribution, pourrait passer de 4 à 16. L'idée, pour le moment, ce serait d'évacuer d'abord la ville de Gaza. Cela prendrait des semaines. Alors, est évoquée la date symbolique du 7 octobre pour la fin des opérations, avec la mise en place de ces centres de distribution, a priori aussi de centres de santé, d'hôpitaux, pour prendre en charge la population. Puis seulement après viendraient les offensives militaires. Naomi Alioya, on a du mal à comprendre cette équation extrêmement difficile de rentrer, d'occuper la bande de Gaza tout en laissant passer des couloirs humanitaires sécurisés. Il faut bien évidemment que ce soit sécurisé pour atteindre un maximum de Palestiniens. Quand on rentre et qu'on occupe une partie du territoire, qu'est-ce qu'on fait des humanitaires, qu'est-ce qu'on fait des Palestiniens et comment on sécurise les lieux? Alors, la population gazaoui a déjà été déplacée. Souvenez-vous, la population notamment du nord de l'enclave palestinienne a été déplacée régulièrement de plus en plus vers le sud. Donc les déplacements de population se sont faits dans la douleur, parce que ce sont des gens qui ont abandonné leur habitation, leur maison, leur terre et tout ce qu'ils avaient. Mais ces déplacements ont déjà eu lieu, puisqu'encore une fois, ils ont été peu à peu déplacés vers le sud. Alors l'argument que moi j'ai entendu de la part d'Israël, c'est de dire qu'au contraire, effectivement, ça facilitera l'entrée des camions humanitaires dans la mesure où ils pourront être davantage contrôlés. Les forces armées israéliennes pourront davantage vérifier le fait qu'il n'y aura pas d'armes, par exemple, présentes dans ces denrées alimentaires. Et donc, ce sera plus facile de les distribuer. Ça, c'est l'argument qui est avancé par Israël. Maintenant, vous avez raison, c'est une nuance qui est très fine quand le Premier ministre, hier, le Premier ministre israélien explique à Fox News qu'il veut
contrôler sans gouverner, cette nuance, elle est importante. C'est-à-dire qu'en fait, il parle d'une sorte, si on essaye de traduire ça, il parle d'une sorte de pouvoir hybride où il s'agirait vraiment de contrôler l'aspect sécuritaire, donc les frontières, les lieux urbains, les routes, les centres urbains, et d'autre part, de ne pas endosser les responsabilités civiles et donc politiques. Mais est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça n'est pas contradictoire? Si on contrôle, est-ce qu'on n'endosse pas la responsabilité de ceux qui sont précisément sur le terrain? Alors l'idée, ce serait d'administrer le terrain, mais pas de façon politique et surtout pas sur du long terme. Mais d'une certaine façon, c'est déjà ce qui a lieu en Cisjordanie, et notamment sur la zone C, c'est-à-dire qu'il y a des coopérations entre les forces israéliennes et l'autorité palestinienne, mais les forces israéliennes entrent régulièrement en Cisjordanie pour faire des opérations spéciales, ce qu'ils appellent des opérations antiterroristes, en coordination avec les forces de l'autorité palestinienne. Donc on voit que souvent, ils peuvent aussi travailler ensemble dans des intérêts communs. Et dans ces situations-là, en Cisjordanie, vous avez Israël, d'une certaine façon, contrôle le territoire sans l'administrer politiquement. Donc c'est des choses qui ont déjà lieu. Maintenant, c'est dans des contextes qui ne sont pas des contextes de guerre, c'est pas dans des contextes où la population civile s'affiche comme étant hostile. Jean-Dominique Merchet, sur cette équation très compliquée aujourd'hui pour Israël, à qui probablement on ne pardonnera plus rien. C'est une réalité, de façon à ce qu'Israël ne soit pas isolé du reste du monde. Lorsque Benjamin Netanyahou explique qu'Israël ne souhaite pas s'occuper de la gérance notamment politique palestinienne, qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière? Qui pour le faire? On doit comprendre, quand il dit ça, d'abord, il exclut l'hypothèse d'annexer la bande de Gaza, alors qu'un certain nombre de partis dans sa coalition voudraient recoloniser l'aile droite, l'extrême droite. Notamment avec M. Ben-Gvir. Voilà. Donc, lui, c'est compliqué. Alors, par exemple, en termes de droit international, c'est compliqué, parce que quand votre armée occupe un territoire, vous êtes, en termes de droit international, vous êtes responsable de la population civile qui y habite. Donc, de fait, il y a une responsabilité juridique qui peut être plaidée devant les tribunaux internationaux. Donc, c'est compliqué. Hein. Après, évidemment, leur stratégie, c'est certainement pas de rester à Gaza. Définitivement pour administrer Gaza comme ils administrent la Cisjordanie. Ils ont suffisamment de problèmes en Cisjordanie pour ne pas s'en recréer un autre. Ce serait de sous-traiter d'une certaine manière la gouvernance de Gaza à qui voudra bien s'en occuper, surtout pas le Hamas, mais qui voudra bien s'en occuper. Donc c'est pour ça qu'il y a des discussions avec les Émirats, avec les Européens, on ne sait pas. Personne n'a envie de s'occuper de Gaza. Il n'y a aucune solution. Comment on reconstruit cette zone? Avec quel argent? Pour quoi faire? Avec quelles ressources? Vous en parliez tout à l'heure dans l'émission. Par exemple, l'approvisionnement en eau. Comment on apporte de l'eau à 2 millions de gens à Gaza? Surtout quand tout est détruit. Ils seront 2,5 millions dans 10 ans. Enfin, vous voyez, c'est une impasse politique totale. Donc personne ne veut s'en occuper. Claire Cambier, les Israéliens. Ce que dit en tout cas le cabinet de Benjamin Netanyahou, c'est qu'il y a 2 lignes rouges. Ni le Hamas, ni l'autorité palestinienne. À partir de là, on réduit l'équation de la personne, en tout cas de l'entité, à même de s'occuper de l'administration de la bande de Gaza. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de force en présence, que ce soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, qui puisse prendre le relais. Et c'est là que va se poser la question pour l'après, qui pour administrer la bande de Gaza. On peut imaginer tout de même qu'il y ait une force de transition qui puisse gérer le côté administratif, l'aide humanitaire, les soins, et qu'à terme, il y ait une décision qui soit donnée à la population, puisque c'est elle qui devrait avoir le choix. La population gazaoui que nos équipes ont rencontrée, et voilà ce qu'ils disent de cette potentielle occupation israélienne. Je vous propose qu'on les écoute ensemble. Regardez. Pratiquement toute la bande de Gaza a été repoussée dans la partie ouest de la ville de Gaza. À ce stade, pour la population, cela ne fait plus aucune différence qu'ils l'occupent ou non. C'est choquant. Nous vivons sous occupation aérienne, terrestre et maritime. La vie venait juste de reprendre son cours. Nous commencions à nous installer un peu chez nous. Nous vivons dans des tentes depuis 5 mois. Oui, il y a des souffrances, oui, il y a des morts, mais nous nous accrochons. Nous sommes des êtres humains. Que puis-je vous dire d'autre?
Les besoins fondamentaux pour vivre n'existent pas. Nous allons de mal en pis. Nous prions pour que cette décision ne soit pas mise en œuvre et que nous nous dirigeons vers un cessez-le-feu afin que la paix et la sécurité puissent régner dans ce pays. Noémie Alioua, à l'instant, nous avons entendu 3 Gazaouis différents, 3 Gazaouis qui n'ont pas le même point de vue. Première personne interrogée dit « ça ne changera pas grand-chose, en réalité, nous vivons déjà sous occupation ». La seconde personne est plus choquée. Elle dit « nous sommes des êtres humains ». Enfin, la dernière personne, elle dit « ce qu'il faut, c'est un cessez-le-feu ». On comprend encore mieux l'équation aussi dans la tête de ces Gazaouis qui vivent donc dans l'enclave palestinienne et qui ne voient pas d'issue à ce conflit. Oui, et ce sont 3 témoignages déchirants de gens qui vivent la guerre et qui en souffrent, eux et leurs familles. Donc, c'est une voix qu'on ne peut qu'entendre et qui ne peut que... quand ils disent « nous sommes des êtres humains », nous aussi, en tant qu'êtres humains qui entendent ça, on ne peut que se sentir touchés par ça. Et on ne peut que regretter aussi que l'organisation terroriste du Hamas ne baisse pas les armes et ne capitule pas pour sa propre population. D'ailleurs, vous savez que le Hamas est régulièrement attaqué par l'autorité palestinienne. Il y a régulièrement des communiqués de la part de l'autorité palestinienne pour leur dire « ça suffit maintenant, baissez les armes, rendez les otages, parce qu'il faut que vous vous souciez de la population gazaouite, de votre propre population ». C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si le Hamas, encore une fois, avait décidé de capituler et de baisser les armes, cette guerre n'aurait plus lieu. Et aujourd'hui, les Gazaouis seraient en train de reconstruire leur habitation et d'essayer de retrouver le mieux possible une vie normale. Or, ce n'est pas possible parce que malheureusement, cette organisation terroriste refuse de négocier. Il y a eu, ça fait 22 mois qu'il y a des tentatives pour trouver un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il y a eu des émissaires du monde entier, des médiations étrangères, qataries, égyptiennes, américaines. Souvenez-vous de l'émissaire américain Witkoff qui s'est rendu sur place, qui a aussi tenté d'aboutir à un accord de cessez-le-feu. Mais évidemment que le Hamas ne voudra jamais capituler. On en parlait tout à l'heure, le Hamas ira jusqu'au martyr. Ils sont formés pour ça, c'est écrit dans la charte de cette organisation, c'est-à-dire aller jusqu'au bout et aller jusqu'à la mort pour la cause. Donc on est dans un conflit qui est terrible et la population palestinienne se retrouve otage de cette organisation terroriste. Jean-Dominique Merchet, est-ce que c'est ubuesque d'imaginer pouvoir arrêter le Hamas aujourd'hui? Est-ce que ça n'est pas comme arrêter un océan avec nos mains? Est-ce qu'en ne voyant pas, pour certains jeunes Palestiniens, ces attaques, on ne crée pas le Hamas de demain? Est-ce que ce cercle n'est pas un cercle vicieux qui, en réalité, ne prend pas fin? Alors, je pense qu'on peut faire une réponse en 2 temps. Militairement, le Hamas a été quasiment détruit par Israël. C'était une vraie organisation militaire. Et il en reste plus grand-chose. Et leur capacité de se reconstituer pour représenter une menace contre Israël, c'est-à-dire clairement, en clair, tirer des missiles sur Israël, des roquettes sur Israël, ou pénétrer sur le territoire israélien pour refaire un massacre comme celui du 7 octobre, pour l'instant, n'en sont absolument plus capables. Et ils ne vont pas en être capables pendant très longtemps. C'est la première question. Est-ce qu'ensuite, il y a une issue politique à ça? J'aurais tendance à vous répondre que je n'y crois pas. J'étudie cet univers depuis bientôt 50 ans et j'ai l'impression que nous sommes face à une tragédie au sens grec du terme, c'est-à-dire où il y a deux camps qui s'affrontent et qui vont continuer à s'affronter. On ne va pas remonter à la Bible, mais on pourrait citer l'épisode de la Bible que tout le monde connaît, David contre Goliath. Qui est David, le roi d'Israël? Qui est Goliath? Un Philistin. Qui étaient les Philistins? Les habitants de Gaza à l'époque. Donc, vous voyez, c'est une vieille et longue histoire. Hélas. Et dans notre période contemporaine, elle a commencé il y a plus d'un siècle. Et donc, dès 1920, il y a des affrontements entre Palestiniens et Juifs sur cette terre. Donc, franchement, je n'imagine pas une solution politique. Allez, à moyen terme. Une fois qu'on a expliqué en préambule de notre grand dossier cette volonté, Noémie Alioua, israélienne, à tout le moins, celle du cabinet de Benyamin Netanyahou, d'occuper maintenant l'entièreté de la bande de Gaza, la question c'est quel impact sur la société israélienne?
L'impact, vous le voyez sur les images que vous avez montrées tout à l'heure, c'est une société qui est de plus en plus divisée, mais c'est une société qui est divisée par essence, la société israélienne, entre les laïcs et les religieux, entre les ashkénazes et les séfarades, entre les droitards et les gauchistes, si on caricature un petit peu. C'est une société qui, par définition, déjà, est clivée. Et d'ailleurs, souvenez-vous dans quel contexte a lieu le pogrom du 7 octobre 2023. C'est dans un contexte où la société israélienne déjà se déchire sur la question de la réforme judiciaire. Vous avez des manifestations tous les samedis soirs à Tel Aviv notamment, à Jérusalem aussi, devant le domicile du Premier ministre, avec une société qui s'oppose au Premier ministre. Et beaucoup disent qu'à ce moment-là, l'appareil sécuritaire israélien était beaucoup plus tourné vers l'intérieur des frontières, avec la crainte qu'il y ait une guerre civile. C'était des mots qui étaient, à ce moment-là, qui traînaient ça et là chez les analystes. C'est-à-dire que la société israélienne était tellement clivée au moment du 7 octobre, indépendamment, qu'elle avait presque oublié le conflit israélo-palestinien. Elle était tournée vraiment vers elle-même et vers ses propres déchirements, vers ses propres turpitudes. Et ensuite est intervenu le 7 octobre, qui a créé une sorte d'unité nationale de façade qui a duré un temps, qui a duré environ un an, mais qui s'est très vite déchiré sur cette question des otages et de la priorité de savoir s'il faut mettre la libération des otages ou la démilitarisation du Hamas en priorité. Et là, effectivement, les clivages entre la gauche et la droite ont ressurgi. Donc c'est une société qui est clivée par essence, qui est beaucoup plus violente sur le terrain politique, je trouve, que même que la société française. Pour avoir été journaliste sur les deux terrains et pendant longtemps en Israël, les débats politiques sont d'une virulence, d'une violence dans les familles. C'est des choses que j'ai jamais vues en France. Même si en France, le débat est clivé, en Israël, à mon sens, c'est encore un autre niveau. Alors justement, je vous propose autour de ce plateau qu'on écoute ces Israéliens qu'ont rencontré nos équipes sur place, à Tel Aviv notamment, autour de cette question de l'occupation de Gaza. Regardez. Cette guerre est une guerre politique. La seule personne qui tire profit de cette guerre est Benjamin Netanyahou, qui tente d'échapper à la prison. Et nous, le peuple d'Israël, 85% d'entre nous exigeons la fin immédiate de cette guerre ridicule, stupide et brutale. La plupart des gens ne veulent pas de la guerre. Nous voulons qu'il arrête. Nous voulons mettre fin à la guerre. Nous voulons ramener les otages chez eux et nous voulons mettre fin aux souffrances du peuple de Gaza. Tout ce que nous voulons, c'est la fin de la guerre et la paix. Je veux que mon gouvernement ramène les otages en une seule fois et mette fin à cette guerre. Car la poursuite de la guerre est un désastre pour les Palestiniens et pour nous, les Israéliens également. Avec nous à distance, nous accueillons Rina Bassis, si vous le permettez. Bonsoir, Madame Bassis. Vous êtes correspondante de la radio israélienne à Paris, Madame. Vous êtes également rédactrice au journal américain Al Monitor. Vous êtes une ancienne diplomate. Lorsque vous entendez ces Israéliens qui sont clairs, ce qu'ils veulent en tout cas, ce que nous avons interrogé, c'est la libération des otages et la fin de cette guerre. Comment vous expliquez cette polarisation, peut-être cette division au sein même de la société israélienne dans ce moment charnière de cette guerre? Oui, Noémie avait tout à fait raison quand elle a expliqué cette division qui date depuis bien avant le 7 octobre. Mais ces derniers jours, on voit quand même une autre dimension qui entre dans l'équation. Et ça, c'est l'armée. On a attendu ces derniers jours le chef de l'armée israélienne, le chef de Tzahal, Eyal Zamir, qui s'exprimait, pas publiquement bien sûr, mais dans de réunions avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui s'exprimait de façon extrêmement ferme, en fait, contre cette opération pour l'occupation de Gaza-Ville. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a pas attendu, avant. Et qu'est-ce qu'il dit, en fait, Eyal Zamir? Il dit une chose très simple. Il dit que ces derniers mois, Tzahal n'a pas opéré ni dans la région de Gaza-Ville, ni dans ces camps de centres, comme on appelle les camps de réfugiés, et Nuseirat, Deir el-Balah et Bourej. Pourquoi l'armée n'a pas opéré là-bas? Parce qu'on estime que c'est dans ces endroits-là que Hamas cache les otages. Si Tzahal commence des opérations militaires sur le terrain là-bas, ça va risquer bien sûr la vie des otages. On sait très bien, on a vu déjà ça. Cet terrible incident à Rafah où des soldats israéliens se sont approchés en fait à un tunnel dans la sud de la bande de Gaza où il y avait caché des otages.
les militants de Hamas, sentant que les soldats s'approchaient, ils ont décidé en fait de tuer les otages. Et donc là, on craint en fait un scénario similaire. Et si jamais vraiment, et là il y avait la décision en fait du Premier ministre Benjamin Netanyahu de commencer cette occupation de la ville de Gaza, on prend en fait des scénarios pareils. Il a dit d'autres choses aussi, Eyal Zamir, le chef d'État, il a dit que l'armée est trop fatiguée. Il y a des réservistes, et ça je reviens à ces déchirures dans la société israélienne, il y a des réservistes qui ont fait des centaines de jours depuis le 7 octobre. Ils ne peuvent plus, l'économie israélienne ne peut plus. Pas parlant, bien sûr, au côté moral, l'armée sera obligée de déplacer par force des centaines de milliers de Gazaouites. Et même l'armée israélienne dit qu'on ne veut pas le faire. Et je ne pense pas qu'on va arriver à une situation où et Al-Zamir va dire je ne vais pas obéir aux ordres de l'exécutif, mais on n'est pas très loin de ça. Rina Bassiste, on revient vers vous dans un instant. Vous vouliez intervenir, Jean-Dominique Merchet? Oui, j'ai écouté les témoignages du reportage en Israël. Ils sont très justes, mais ils ne représentent qu'une partie de l'opinion israélienne. Il faut bien que les Français en soient conscients. Les Français ont envie d'entendre ça. Envie de trouver que les Israéliens n'aiment pas Netanyahou, que les Israéliens sont pour la paix, qu'ils sont contre les massacres à Gaza et tout ça. C'est une partie de la société israélienne, mais ce n'est qu'une partie. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit majoritaire dans les urnes. Est-ce que vous voulez qu'on vous montre un autre témoignage? Parce que vous dites que les Français veulent entendre. Oui, bien sûr, les Français veulent entendre. Que tout le monde veut la paix, que les Israéliens le veulent aussi. Ils sont plutôt pour la réconciliation. Alors, je vous propose qu'on regarde ce témoignage. Et comme ça, vous allez pouvoir rebondir. Je pense que c'est important pour vous. Ce monsieur s'appelle Dvir Berko, il a 36 ans, il est employé d'une start-up informatique. On lui a aussi posé la question. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette entrée d'Israël plus générale dans la bande de Gaza? Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Le peuple palestinien est contrôlé par le Hamas. Hamas prend leur nourriture. Le Hamas a commencé la guerre. Comme dans chaque guerre, il y a de mauvaises choses qui vont arriver. Nous n'allons pas envoyer des fleurs au camp adverse. S'ils lancent une guerre, ils devraient savoir ce qui les attend. » Ça répond, et voilà, ça coïncide mais en miroir ce que vous avez dit. C'est l'opinion de la droite israélienne. Et la droite israélienne, elle est légèrement majoritaire dans les urnes. C'est un fait. Sinon, Benjamin Netanyahou ne serait pas le Premier ministre. Il faut bien comprendre que Israël... On peut d'ailleurs souligner que une démocratie. Que le curseur sur l'échiquier politique est très à droite. Est très à droite. Il a bougé ces dernières années, voire ces dernières décennies. Et on parle plus d'un clivage finalement entre la droite dure et l'extrême droite et la droite modérée, centre-droit et la gauche. Terminé, je vous donne la parole. Allez-y. Je voulais rajouter quelque chose sur les divisions de la société israélienne, qui sont réelles, divisions politiques, divisions culturelles, divisions religieuses, etc. Mais quand même, moi, ce qui m'a toujours frappé en Israël, c'est l'incroyable patriotisme des Israéliens. Alors, il ne s'exprime pas de la même façon à droite, à gauche, il ne s'exprime pas de la même façon chez les religieux ou chez les laïcs, mais quand même, au-delà de ces divisions, il y a un très fort patriotisme israélien. Alors, la question, c'est que ce patriotisme israélien, il se construit dans l'opposition au monde extérieur, d'une certaine manière, en clair à la question palestinienne et pendant très longtemps au monde arabe. Si cette position, si la guerre s'arrêtait, je pense que ce que nous verrions en Israël, c'est une aggravation des divisions, parce qu'elles sont... C'est un peuple qui tient parce qu'il a été toujours menacé en guerre, et donc il y a cette espèce d'unité nationale qui se refait, comme Noémie le disait, au lendemain du 7 octobre. Voilà, il se passe quelque chose. Vous pensez que si la guerre s'arrêtait, le peuple israélien se sentirait en sécurité? Vous pensez que le seul... Ça dépend dans quelles conditions la guerre s'arrête. Ça dépend dans quelles conditions la guerre s'arrête. Si elle s'arrête sur la destruction du Hamas et une... Parce qu'il y a aussi des problématiques avec l'Iran, il y a d'autres pays encore. Une administration relativement efficace et relativement légitime à Gaza, oui, bien sûr. Le peuple israélien se sentait en sécurité.
vraiment jusqu'au 7 octobre. Il y avait de temps en temps des bouffées de terrorisme ou de guerre, mais globalement, ils se sentaient en sécurité. Ils se sentaient tellement en sécurité qu'ils se payaient le luxe de se regarder le nombril en sachant si, oui ou non, on respecte l'état de droit, oui ou non, est-ce qu'il faut la Cour suprême, ceci, cela. Tout d'un coup, du jour, en quelques heures, tout ça a basculé avec un massacre épouvantable. Et là, il s'est de nous... faut pas oublier, on l'a souvent dit sur ce plateau, le 7 octobre est le plus important traumatisme de l'histoire israélienne moderne et de l'histoire juive depuis la Shoah. Si on n'intègre pas ça dans le raisonnement, on ne comprend pas ce qui se passe en Israël et dans les communautés juives en dehors d'Israël. Noémie Alioui. Oui, écoutez, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hubris de la part d'Israël avec cette idée qu'au fond, la question des frontières extérieures était réglée et que désormais la question des clivages à l'intérieur même des frontières pouvait s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les signaux qui ont été envoyés par certaines personnes dans le bas de l'échelon de l'armée ont été complètement ignorés par la hiérarchie militaire parce qu'ils considéraient que ce n'était pas possible parce qu'il y avait une barrière qui était réputée comme étant ultra sécurisée. Ça aussi, parmi les défaillances graves de la part de l'armée, il y a aussi cette confiance aveugle dans la technologie. Et c'est pour ça que maintenant, les services de renseignement, les services de sécurité reviennent aussi à des techniques beaucoup plus simples parce que la technologie ne peut pas tout. Et quand on voit la façon dont les terroristes du Hamas s'y sont pris, eh bien, ils ont réussi à déjouer les pièges sécuritaires relativement facilement. Maintenant, juste peut-être un point sur peut-être poser une autre question pour le futur et la reconstruction. Oui, mais allez-y sur le clivage. Juste sur le clivage politique qui est très intéressant. C'est toujours intéressant aussi de remettre ça dans la perspective historique de l'État d'Israël, qui est un pays historiquement de gauche, qui a été fondé par des travaillistes, qui est un pays qui s'est enraciné à gauche. C'était l'idéal des kibboutz, avec la vie en collectivité. Aujourd'hui, quand vous vous déplacez dans le territoire israélien, il y a encore des shirout, donc c'est des petits bus qui prennent 10 personnes par 10 personnes. Donc il y a cette idée de la vie en collectivité, du partage, etc., qui existe encore, mais qui, à l'épreuve du réel, n'a pas tenu. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un pays qui est très à droite. Les Israéliens sont très à droite, mais à cause du terrorisme, à cause de tout un tas de raisons sécuritaires qui ont fait qu'ils se sont tournés vers des personnalités plus politiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la gauche est laminée dans les urnes en Israël et depuis déjà bien longtemps. Donc les personnes qu'on entend, elles expriment une opinion forte et une opinion légitime dans la mesure où certains d'entre eux sont des proches d'otages, donc leur voix compte parce que les otages sont encore, et ce sont des Israéliens qui sont dans les geôles du Hamas à Gaza, mais une partie de la société israélienne considère que la sécurité du pays sur le long terme passe avant les otages. Rina Bassiste évoquait, et Claire Colombier, je vous donne la parole dans un instant si vous le permettez, ces militaires, eux aussi qui commençaient à se poser des questions, de droite ou de gauche, des militaires. Il y a près de 600 anciens responsables de l'appareil sécuritaire en Israël qui ont appelé le président américain Donald Trump à faire pression sur Benjamin Netanyahou pour mettre fin à la guerre à Gaza. Nous avons largement sur cette antenne évoqué cela. Nous avons même passé un clip qui avait été fait par ces militaires pour exhorter Benjamin Netanyahou d'arrêter et pour appeler Donald Trump, le seul qui a l'oreille de Benjamin Netanyahou et qui peut être décideur en quelque sorte, d'intervenir. Sur cette antenne, aujourd'hui, nous avons eu en invité à distance le porte-parole de l'armée israélienne dans les pays francophones, Olivier Rafovitz, qui nous a très justement dit que le militaire ne pouvait outrepasser sa fonction. Je vous propose qu'on l'écoute, c'est un point qui est précisément très important sur la position des militaires aujourd'hui en Israël. Regardez. Israël, c'est comme la France, c'est une démocratie. En France, il y a des discussions entre l'échelon militaire et l'échelon politique, les discussions qui sont des discussions internes, qui sont saines, mais lorsque les décisions sont prises, elles sont prises par l'échelon politique. C'est comme ça en Israël, c'est comme ça également en France. Et les positions de l'armée israélienne sont des positions qui doivent être dites pour des raisons multiples, mais en aucun cas, la politique d'Israël est dictée par les militaires. Elle est dictée par l'échelon politique et le Premier ministre et son gouvernement, que j'entends les termes et j'entends les noms, sont le gouvernement en place d'Israël. Claire Cambier, et après on interrogera Rina Bassiste. Allez-y.
Oui, pour revenir sur ce qu'il dit, c'est vrai qu'en Israël, c'est une armée populaire qui repose énormément sur les réservistes. Tous les hommes et les femmes passent par le service militaire. Ça fait partie aussi de l'identité du pays et c'est pour eux très très important. Évidemment, les militaires, on leur donne un ordre, ils vont quand même y aller. Ce qu'on peut noter c'est qu'il y a eu ces derniers temps des réservistes qui ont refusé de retourner se battre pour des idées morales, pour des raisons morales, pardon. Et donc il y a un petit mouvement, mais ça reste très très minime parce qu'ils sont extrêmement attachés au respect de l'armée. Rina Bassiste, lorsqu'on voit ces 600 anciens responsables de l'appareil sécuritaire en Israël, c'est pas rien. 600 anciens responsables qui étaient aux commandes. Ça n'est pas n'importe qui. Et malheureusement, quand on entend le porte-parole de l'armée israélienne dans les pays francophones, qui est clair et qui dit « la politique, c'est une chose, c'est la politique qui prend les décisions. Les militaires, c'est une autre chose. Les militaires n'ont pas à interagir avec la politique du pays. » Qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui, bon, d'abord, toujours, les 600 personnes qui ont signé, c'est bien sûr des gens qui ne sont plus en service. Donc, ils ont tout à fait le droit, bien sûr, d'exprimer leur avis. Et c'est même très important que ces gens-là qui ont passé chacun de dizaines d'années de sa vie justement à protéger Israël, que ces gens-là qui connaissent le système de l'intérieur et de l'extérieur expriment leur avis. Ça, je trouve que c'est extrêmement important. Et là, on revient un petit peu sur cette clivage dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que la société israélienne a viré beaucoup à droite. Là, si on regarde en fait la division entre l'opposition israélienne, c'est plus une division entre droite et gauche. Il y a même dans l'opposition, il y a des éléments de droite ou de centre-droite. C'est plus la question. La question est-ce qu'il faut continuer avec cette guerre? Est-ce qu'il faut arriver à un accord qui va voir la libération des otages et un cessez-le-feu à Gaza? Et là, on a bien les témoignages. Parmi les 600 qui ont signé, ce n'est pas forcément des gens de gauche. Il y a des chefs des agences de sécurité israéliennes qui toute leur vie, en fait, ils ont pratiqué, ils ont impliqué de politiques de droite, de défense, de politique militaire. Donc, quand eux, ils disent qu'il faut arrêter la guerre, quand eux, ils estiment, en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils estiment que l'armée israélienne, que Tzahal a atteint déjà cette but de vaincre le Hamas. Le Hamas ne présente plus un danger stratégique à Israël. Et si Hamas ne présente plus un danger stratégique, pourquoi il faut continuer la guerre? Pourquoi il faut payer d'abord avec la vie des otages et après aussi avec les vies des soldats israéliens? Parce qu'il y avait beaucoup de centaines de soldats israéliens qui sont morts pendant ces 22 mois. Et finalement aussi, oui, il y a bien sûr la question morale. Qu'est-ce qu'on fait avec nos voisins, les Palestiniens qui habitent à Gaza, ceux qui font pas partie de Hamas? Et donc, toutes ces accumulations de raisons, c'est plus une question, je pense, de droite ou de gauche. C'est même plus une question des gens qui ont servi plus ou moins dans l'armée. Le clivage est là. Et pour les Israéliens, c'est extrêmement important d'écouter l'avis de ces personnes qui sont crédibles aux yeux de la population. Noémie Alioia. Oui, je voulais juste rebondir parce que Rina a esquissé une question qui me paraît très importante et qui est au fond rarement évoquée, mais on comprend pourquoi. Parce que le drame et la tragédie humanitaire qui se passe actuellement à Gaza justifie parfois de passer d'autres choses sous silence. Mais la société israélienne, est-ce qu'elle a la capacité de continuer à mener cette guerre? C'est-à-dire qu'on en parle peu, mais la société israélienne est complètement laminée aussi par cette guerre, d'une autre façon. Mais si on regarde les chiffres, vous savez que le nombre d'amputés, les explosions de consommation de psychotropes en Israël n'a jamais été aussi élevé. Vous avez une société qui est déchirée en ce moment, qui est éclatée. C'est une petite population de 10 millions d'habitants qui est en guerre depuis maintenant 22 mois. Et effectivement, le nombre de réservistes n'est pas infini. Vous avez des hommes qui sont épuisés, qui rentrent très peu chez eux. Vous avez des femmes qui doivent tenir les familles de bout en bout. Vous avez une économie qui s'effondre. Et vous avez même, si vous regardez la démographie en Israël, pour la première fois, une émigration. Les Israéliens quittent Israël.
Parce que la vie est impossible quand vous vivez là-bas, vivre en guerre. Alors ce n'est pas Gaza, effectivement, et il n'y a aucune proportion. Il faut être bien d'accord là-dessus. Bien évidemment. Proportion gardée. Mais c'est intéressant, pourquoi ? Parce que là, on est en train de se poser la question de savoir si ce pays a la capacité de se projeter dans une autre guerre qui durera peut-être plusieurs mois. Eh bien, écoutez, c'est pas tout à fait certain. La population israélienne est très résiliente, mais elle n'en parle pas ou peu, mais elle souffre aussi de cette guerre. Jean-Dominique Mercier. Oui, deux choses. D'abord sur effectivement la protestation des anciens responsables militaires et des services de renseignement. C'est vrai que c'est important parce que il faut bien comprendre qu'en Israël, l'armée a toujours été très politisée, même si le colonel Rafovitz explique qu'elle obéit au gouvernement, ce qui est vrai, et heureusement, d'une certaine manière. La carrière militaire a toujours été un tremplin, ou dans les services de renseignement, a toujours été un tremplin pour faire de la politique. Vous êtes un ancien chef d'état-major des armées, en gros, si vous avez envie de faire de la politique, vous prenez une tête de liste, vous retrouvez à tête de liste d'un parti assez facilement. Ça a toujours été ça dans l'histoire d'Israël et ça continue de l'être. Donc il y a une imbrication de la politique et de l'armée en Israël qui est assez différente de celle qu'on peut connaître en Europe. Donc ça, c'est vraiment, je crois, un point à souligner. Ensuite, sur la capacité que l'armée a de mener une guerre d'occupation à Gaza, là, les militaires israéliens ont raison. L'armée israélienne n'en est pas capable. Mais parce qu'aucune armée, je le disais tout à l'heure, aucune armée au monde ne peut faire ça. On l'a vu par exemple avec les morts lors de la distribution de nourriture dans les centres humanitaires. Une armée ne sait pas faire ce qu'on appelle du contrôle de foule. Quand vous avez une foule de gens affamés, désorganisés, au sein de laquelle des éléments terroristes peuvent se cacher, aucune armée au monde ne sait gérer ça. Voilà. Et donc, on a une armée qui est épuisée, clairement, qui est insuffisante en nombre, parce qu'il n'y a pas que la guerre à Gaza, il y a aussi il y a aussi la sécurité face au Liban. Il y a l'occupation de la Cisjordanie qui reste un point très important. Et puis, il y a la menace iranienne. Il y a 3 semaines, on était tous là en train de commenter les échanges de missiles. Ça. Et ça mobilise beaucoup de monde. Parce qu'il y a toute l'aviation, toute la défense aérienne, tous les services de renseignement. Tous ces gens-là sont sur le pied de guerre. Ils restent sur le pied de guerre. Donc, Gaza, c'est un des éléments que l'armée israélienne doit s'occuper. Et les militaires, l'état-major israélien et tous les responsables. L'état-major israélien ne peut pas dire grand-chose en réalité, mais les anciens qui expriment ce que les nouveaux pensent le disent à haute voix, disent il faut qu'on arrête, c'est pas possible, on ne sait pas faire. Et ils ont raison, c'est trop, c'est demander trop à des gens qui ne peuvent pas faire autant de choses que ça. Claire Cambier. Oui, effectivement, il y a une lassitude. Et pour la petite parenthèse, c'était effectivement vrai qu'en Cisjordanie, les opérations militaires se sont multipliées pour attaquer les camps de réfugiés dans les villes palestiniennes. Il y a eu aussi montée des violences avec plus de colons qui attaquaient des villages palestiniens, des colonisations également de nouveaux territoires. Donc il y a aussi effectivement cette partie qui mobilise une partie des militaires. Donc lassitude parce que il est vrai, ils ne peuvent plus aller travailler, ils doivent aller dans l'armée, ça prend pas mal de temps évidemment. Et puis moi, ce que j'ai noté quand même, à force d'y aller pendant longtemps, quand on voyait les oppositions à la guerre, c'était vraiment une opposition pour sauver les otages. On ne parlait que de ça. C'était vraiment, il faut arrêter la guerre pour sauver les otages. Et là, depuis quelques semaines, il y a quand même un petit changement. C'est qu'aujourd'hui, les Israéliens parlent des Gazaouis. Et ça, c'est quand même assez récent. Le temps est passé et
ils regardent aussi de l'autre côté du mur ce qu'il s'y passe. Il y a beaucoup d'Israéliens qui se sont aussi rendus compte d'images de famine dans la bande de Gaza. Exactement, et maintenant, dans les manifestations, on peut voir des images d'enfants gazaouis, de personnes affamées. Il y a quand même aussi un petit déclic aussi dans cette population. Rina Bassis, dernière 30 secondes pour vous, madame, et merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct et à distance. La société israélienne peut-elle sortir indemne de ce conflit? Pardon, est-ce que la société israélienne peut sortir indemne de ce conflit? Peut sortir indemne, non. Je crois que le 7 octobre a changé la société israélienne à jamais. Et même si on espère qu'il y aura la fin de la guerre bientôt, bien sûr, il y aura les relâchements de 50 otages. Et je crois qu'on ne va jamais retourner à ce qui en était avant. Il y aura une déchirure politique, que, comme je dis, n'est pas tout simplement droite à gauche, mais aussi c'est un sentiment que le gouvernement en fait a abandonné le peuple. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut revenir en arrière. Merci d'avoir été avec nous, Madame Bassiste, aujourd'hui en direct sur LCI. Et nous accueillons tout de suite Michel Fayad. Soyez le bienvenu, monsieur. Vous êtes analyste géopolitique et spécialiste, monsieur, du Moyen-Orient. Michel Fayad, bonjour. Une fois qu'on a établi ce plan israélien, alors que personne vraisemblablement ne peut arrêter ici Benyamin Netanyahou, quelle piste pour la suite? Quelle piste à Gaza? Quelle gouvernance? Pour la gouvernance, et vous savez, le gouvernement israélien compte passer en fait finalement le contrôle de la bande de Gaza à des forces arabes. C'est pas encore très clair quelles seraient ces forces arabes. Et également à un gouvernement civil dans lequel eh bien, le Hamas ne serait pas impliqué, ni de près ni de loin. Et ça aussi, ça reste quand même un point problématique. D'autant que le Hamas a encore donc les otages israéliens en main et qui considère que cette décision israélienne casse toute possibilité de libérer ces otages israéliens. Donc on voit qu'il y a quand même encore un grand flou quant à l'avenir de cette bande de Gaza. Et il y a également le fait que on ne sait pas comment on pourra développer une nouvelle vie politique dans la bande de Gaza en dehors du Hamas. Comment est-ce qu'il sera possible de permettre à d'autres organisations palestiniennes d'exercer, de se développer, alors qu'aujourd'hui le Hamas continue de contrôler la société palestinienne. Il y a encore 20 000 combattants. Et il y a également un contrôle total sur les institutions, sur la société, sur l'ensemble de la vie dans la bande de Gaza. Et quand bien même Israël venait à vaincre complètement ces 20 000 combattants qu'a encore le Hamas, le problème c'est si le Hamas se tourne vous savez, avec des actions terroristes, kamikazes, avec des explosions, des attentats suicides, des voitures piégées, enfin ce genre d'activité qui pourrait, à partir de la victoire d'Israël, eh bien, se transformer en cauchemar pour cette armée israélienne. Et c'est bien cela, en fait, ce que l'armée israélienne dit à Benyamin Netanyahou. Donc c'est vraiment très compliqué. En attendant, Benyamin Netanyahou insiste sur le fait qu'il ne veut pas régner sur Gaza. Il est très clair. Israël ne s'occupera pas de Gaza après cela. Alors qui pour diriger la bande de Gaza? On va vous montrer cette image. D'après nos confrères du Monde, il y a cet homme dont le nom ressort beaucoup. Il s'appelle Yasser Abou Shebab. On va vous montrer son visage dans un instant. C'est un ancien prisonnier du Hamas. Il a été arrêté pour trafic de drogue. Il serait possible d'augmenter un peu le son, s'il vous plaît? On revient vers vous dans un instant, Michel Fayad. Cet homme, ancien prisonnier du Hamas pour trafic de drogue, chef de la milice Force populaire à Gaza. Il contrôle, cet homme, avec sa milice, notamment les routes près de Kerem Shalom. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle l'approvisionnement humanitaire dans cette zone de Kerem Shalom. C'est un groupe qui aurait été, selon Times of Israel, armé par Israël même. Qu'est-ce que vous pensez, Noémie Alioua, de cette piste? Déjà, est-ce qu'elle est probante? Est-ce que les informations de Times of Israel peuvent être prises au sérieux en ce qui concerne ce certain Yasser Abou Shebab? Il y a quand même beaucoup, il y en a beaucoup en lice. Si on compte parmi les Palestiniens qui s'opposent au Hamas, il y en a quand même pas mal qui seraient susceptibles de remplir les critères tels qu'on les imagine aujourd'hui. Maintenant, la stratégie israélienne, peut-être qu'Israël devrait quand même faire attention, parce que souvenez-vous qu'Israël a aussi alimenté le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne. C'était le Fatah à l'époque. Exactement, donc il ne s'agirait pas peut-être de reproduire la même stratégie, c'est-à-dire de renforcer des petits
groupes, mais qui à un moment donné deviennent des grands groupes et qui finissent aussi par se retourner contre Israël. Donc cette stratégie, il faudra faire très attention. Ce que dit toujours le Premier ministre israélien dans ses discours, c'est ni Hamastan ni Fatarstan, c'est-à-dire ni l'autorité palestinienne ni le Hamas. Et petite parenthèse, vous voyez que nous en France, le président de la République, Emmanuel Macron, se tourne lui toujours vers l'autorité palestinienne et notamment vers Mahmoud Abbas, puisqu'il y a des échanges de lettres, etc. La France espère d'une certaine façon que ce sera l'autorité palestinienne qui demain, qui administre déjà la Cisjordanie, qui demain pourra peut-être aussi administrer Gaza, mais il y a un problème de légitimité, il y a un problème de... Exactement, oui, Claire Cambier. Il y a énormément d'espoir de la part de la communauté internationale envers l'autorité palestinienne, mais au sein de la communauté palestinienne, là, les choses sont... Donc, pardon, auprès de la communauté internationale et auprès de la communauté palestinienne, les choses sont différentes. Il y a un réel problème de légitimité. Quand on va en Cisjordanie aujourd'hui, il y en a peu qui le soutiennent dorénavant. Et on voit d'ailleurs aussi même des groupes armés se créer avec le Fatah armé qui s'allie avec le djihad islamique, avec le Hamas également, parce qu'il y a toute cette jeunesse en fait qui se sent complètement brimée, abandonnée par l'autorité palestinienne et qui se dit mais ça ne va pas assez loin. Dans ce cas-là, pourquoi pas prendre les armes ou agir autrement. Donc là, il va falloir avoir un vrai travail pour trouver une nouvelle organisation politique qui soit capable d'établir cette paix, entre guillemets, et qui soit assez légitime et pour la communauté internationale, et pour Israël, et pour les Palestiniens. Oui, Claire a raison d'ailleurs d'insister sur le mot légitime, parce que dans son discours, le Premier ministre israélien parle de forces armées arabes. Mais si ce sont des Arabes qui ne sont pas palestiniens, si ce sont par exemple des Émiratis, puisque Israël, vous savez, a signé les accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis, il y a des partenariats scientifiques, diplomatiques, touristiques, donc ce pourrait être une force émirati, mais vous imaginez bien que les Gazaouis considéreront que le pouvoir qui a été mis en place par Israël n'est pas légitime. Donc, il faudra trouver vraiment quelque chose qui puisse plaire à tout le monde, ça ne va pas être évident. Jean-Dominique Mercier, sur cet homme qu'on va vous remontrer, est-ce que pour vous, il pourrait, Yasser Abou Shabab, avoir une quelconque légitimité pour prendre le relais? Non. C'est un grand classique de toutes les guerres, de toutes les forces d'occupation. Quand on ne sait pas quoi faire, on s'appuie sur les réseaux mafieux, on s'appuie sur les bandits, on s'appuie sur... Voilà, c'est malheureusement... Israël reproduit tous les schémas les plus éculés, au fond, de la sous-traitance d'une situation ingérable, en fait. Quant à savoir ce qu'il peut se passer, dans l'idéal, mais nous ne sommes pas dans l'idéal, il faudrait demander l'avis des Palestiniens, c'est-à-dire qu'il faudrait leur permettre de pouvoir voter. Or, et le Hamas et l'autorité palestinienne telle qu'elle est aujourd'hui ont empêché depuis des années, 20 ans, depuis plus de 20 ans, les Palestiniens de voter. Donc trouver que ces gens-là... Alors le Hamas, on sait bien, c'est des terroristes et des islamistes, mais l'autorité palestinienne elle-même s'est maintenue au pouvoir de manière totalement illégitime en réalité. Donc il serait bien qu'ils puissent voter et on verrait s'ils sont pour la paix ou contre la paix avec Israël. Fayad, les 10 dernières secondes, elles sont pour vous. Et après, qu'est-ce que vous nous répondez ? Après, le problème, c'est effectivement ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que s'il y a demain des élections législatives, eh bien, d'après les instituts de sondage palestiniens indépendants basés à Ramallah, c'est le Hamas qui arriverait en tête et dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. C'est bien là le problème. Quant à ce personnage dont vous parliez, effectivement, c'est un mercenaire, trafiquant de drogue, qui a travaillé un peu avec l'État islamique donc dans le Sinaï et qui est maintenant sévit donc dans la bande de Gaza. C'est pas l'idéal comme pour remplacer le Hamas, même si tout est probablement mieux que le Hamas. Et l'autorité palestinienne elle-même s'est montrée effectivement pas tellement en faveur de la paix. Je rappelle que depuis les accords d'Oslo, il y a eu plus de morts côté israélien que depuis de 1948 à 1993. Et donc ça montre bien que l'autorité palestinienne n'est pas complètement claire non plus sur la question de la paix avec Israël. Et on a vu aussi le sort réservé aux chrétiens. Ils étaient 70% à Bethléem en 1995, au moment où Bethléem a été transféré à l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus que 20% dans cette ville où est né le Christ. Merci Michel Fayad d'avoir été avec nous et merci à vous trois, Jean-Dominique Mercier, Noémie Alioua et Claire Cambier de m'avoir accompagné.